Bonsoir à tous et bonsoir Dr Garcia. Bonsoir. Et bienvenue sur la plateforme de webinaire Mes réponses sur la fertilité, organisée par la Société européenne de fertilité. Je vais faire une petite présentation, ça va laisser le temps aux retardataires de se connecter. Et ensuite, je laisserai la parole au docteur Garcia qui va nous parler d'endométriose et des effets de l'endométriose sur les résultats de FIV-ICSI. Alors, tout d'abord, un petit mot sur la Société européenne de fertilité. La Société européenne de fertilité, elle a été créée pour soutenir, sensibiliser et éduquer les patients qui doivent se battre pour devenir parents. L'idée, c'est vraiment d'inviter les meilleurs experts en fertilité pour aider les patients, pour les informer et pour leur permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à leur traitement et par rapport à leur projet de bébé. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à notre partenaire technologique qui s'appelle Click Meeting. Et pour ma part, je suis Stéphanie Tout-le-Monde, je suis coach en fertilité basée à Barcelone, spécialisée en accompagnement émotionnel de la PMA. Et aujourd'hui, je suis là en tant que hôte pour ce webinaire au cours duquel on va parler, donc, comme j'ai dit, de l'endométriose et de ses effets sur les résultats des FIV-ICSI. Et pour parler de ce sujet, nous avons la doctoresse Laura Garcia Miguel, qui est directrice médicale de la clinique Tambre à Madrid, ou Tambre. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je voulais juste aussi préciser que cet événement est enregistré, mais que votre anonymat est conservé à tout moment. Mais vous aurez accès au replay de ce webinaire à partir de demain sur notre plateforme. Et je voulais aussi vous dire que au cours de la présentation du docteur Garcia, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat parce qu'on prendra le temps nécessaire à la fin de la présentation pour pouvoir répondre, pour que le docteur Garcia réponde à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions inutiles, il n'y a pas de questions bêtes. Et je pense qu'au contraire, si vous avez des questions, les réponses du docteur Garcia seront très utiles à toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Voilà, donc je vais laisser du coup la parole au docteur Garcia et je vais projeter la présentation. Je vais me mettre, moi, je vais éteindre ma caméra et mon micro pour ne pas vous déranger pendant la présentation. Et donc, je vous laisse parler, docteur Garcia, et je reviendrai après. Ok, parfait. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler sur l'effet de l'endométriose sur les possibles résultats par rapport au cycle de FIV-ICSI. De quoi parlons aujourd'hui? Numéro 1, qu'est-ce que c'est l'endométriose? Numéro 2, comment constater qu'il existe l'endométriose? Numéro 3, est-ce que l'endométriose affecte la fertilité? Numéro 4, quelles sont les options de traitement de fertilité? Et numéro 5, les conclusions. Alors, l'endométriose affecte environ 10-15% de femmes en âge d'avoir des enfants. La cause n'a pas encore été scientifiquement prouvée, c'est pas toujours clair. Il s'agit probablement d'une truc multifactoriel, de variables génétiques, immunologiques et aussi endocrinologiques. Il y a toujours un impact des hormones sur les cycles menstruels et ça fait que l'endométriose puisse arriver. Alors, ça consiste en les cellules de l'endomètre qui se développent pas juste à la cavité de l'utérus, pas juste à l'endomètre, mais aussi sur les ovaires, sur les trompes, sur les intestins, aussi sur les parois de l'utérus, c'est qu'on appelle adénomiose. Et ça peut donc faire de kystes et des autres types d'altérations.
Alors, la cause n'est pas claire, mais ça commence à avoir un impact surtout immunologique et endocrinologique. Mais par contre, il y a encore été prouvé quelles sont les causes vraiment réelles pour pouvoir nous orienter vers une possible traitement avant de que cela arrive. Quels sont les symptômes les plus possibles, les plus fréquents? Donc, une forte douleur pendant les règles, des saignements menstruels abondants et irréguliers, douleur pendant le rapport sexuel, changement dans le rythme du côlon et jusqu'à 50% restent silencieux sans aucun symptôme. Et c'est que la femme n'arrive pas à tomber enceinte et alors c'est les trucs qui nous permet de voir diagnostiquer l'endométriose. On peut faire donc une diagnostic par laparoscopie. On peut faire des échographies pour voir des kystes à les ovaires, pour voir des petites altérations sur la paroi de l'utérus. Et souvent, il y a pas mal des années jusqu'à qu'on peut arriver au diagnostic d'une endométriose. Comme on disait, jusqu'à 50% de patients affectés de l'endométriose ont problème de fertilité. Donc, c'est pas sûr qu'il y aura difficulté pour avoir un enfant. Le principal problème, ça pourrait être par exemple un blocage des trompes ou en difficulté du mouvement de trompe. Et alors que la fécondation et l'implantation de l'embryon ne se réalisent pas correctement. Aussi, la diminution de la réserve ovarienne et de la qualité des ovules, parce que le kyste principalement de l'endométriose affecte les ovaires. Changement aussi pendant le cycle menstruel. Et aussi, ça peut donc difficulter l'environnement immunitaire et l'environnement de l'implantation lors de la réceptivité de l'endomètre. Alors, il y a donc différentes approches si on fait la chirurgie, si on fait donc plutôt une approche donc plutôt de conserver et de traiter médicalement et surtout évaluer donc les options de la fertilité. L'ablation chirurgicale peut améliorer, disons, les symptômes de douleur, mais par contre, ça peut affecter et diminuer la réserve ovarienne. En fonction de la gravité, chaque cas est traité individuellement parce que s'il y a une douleur importante, s'il y a des problèmes au niveau du rythme urinaire, au niveau du rythme de déposition, bien sûr, il faudra donc faire en chirurgie. Mais s'il n'y a pas vraiment un douleur intolérable, c'est juste la fertilité, l'idéal, c'est pas faire la chirurgie et traiter médicalement. Les traitements, c'est toujours pour faire amélioration de douleur et aussi faire une inhibition des ovulations pour essayer à réduire et diminuer un peu l'activité de cette endométriose. Les options en matière de fertilité, ça commence pour des patients très jeunes qui n'ont pas donc une longue histoire de beaucoup d'années d'essayer de tomber enceinte, c'est l'insémination, numéro 1. Mais par contre, on sait que ce sont des traitements qui n'ont pas un taux de réussite très élevé et que on va se diriger plutôt vers la fécondation in vitro XC. Ça va nous permettre dans cas concret de réserve ovarienne faible, mauvaise qualité ovocytaire, blocage des trompes, prélever les ovules, les féconder et après mettre l'embryon directement à la cavité de l'utérus. Aussi, il y a des fois où on doit donc faire appel à don d'ovules parce que s'il y a une réserve ovarienne hyper faible, s'il y a une qualité ovocytaire très, très, très mauvaise, alors il faudra donc réduire toujours donc tout ça et passer directement au cadre de don d'ovules.
Comment ça peut impacter aussi sur l'endomètre? Donc, il peut avoir un problème de la réceptivité, il peut avoir une inflammation chronique, il peut avoir modification par rapport au microbiome et aussi, il peut exister une résistance à la progestérone et faire que la nidation soit donc moins capable. Comment est-ce qu'on peut améliorer la réceptivité? 30% de patients avec donc une endométriose pourront aussi avoir des altérations au niveau de la fenêtre. C'est la raison par laquelle on pourra avoir des endomètres pré-réceptives ou post-réceptives. Aussi, on peut avoir difficulté par rapport à des infections. On peut aussi avoir des altérations au niveau microbiome. C'est la raison par laquelle on pense que c'est toujours nécessaire, s'il y a un long parcours de difficulté PBA, de faire le test ERA et les tests EMA. Alors, pour la grossesse, il y a donc pas de preuve de risque plus élevé pendant la grossesse, c'est-à-dire que il n'y aura pas donc un risque beaucoup plus élevé que par rapport à des autres, disons, couples, des autres femmes. Les symptômes, généralement, seront donc beaucoup plus faibles parce que comme il n'y a pas d'ovulation, les douleurs vont disparaître. Et aussi, c'est recommandable de faire donc un allaitement prolongé. Comme ça, on pourra donc continuer avec ces blocages des ovulations et nous permettra que cette endométriose n'avance pas. Mais par contre, il y a toujours une possible récidive de l'endométriose après la grossesse, après l'allaitement, et ça peut donc nous donner donc des problèmes après donc la grossesse. L'impact sur l'endométriose, donc on sait que l'endométriose est une des principales causes d'infertilité à ces jours-là. Il y a des traitements chirurgicaux en fonction de la gravité, en fonction du symptôme, mais on doit donc toujours rappeler que ce n'est pas les conseils numéro 1 directement chirurgie pour tout le monde. L'endométriose peut donc affecter la mobilité et la perméabilité des trompes, peut aussi diminuer la réserve ovarienne, la qualité des ovules et la réceptivité de l'endomètre. Si on souhaite avoir des enfants et nous avons des endométrioses très sévères, la meilleure décision, c'est commencer en FIV-ICSI les plus rapidement possible. Et donc, les dons de vol, si jamais, c'est une option qui peut donc nous donner un donc, taux de réussite forte. Merci beaucoup de votre attention. Hop. Merci. Vous m'entendez? Ça y est, je remets la caméra. Ok, ça y est. Merci, Dr Garcia, pour cette présentation. C'était très très clair. On a reçu quelques questions. Alors, je vais vous les... Estoy en una reunión, por favor. Llama a Nacho, por favor. Je vais poser les questions qui nous sont arrivées et surtout les personnes qui sont présentes aussi. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout à les poser si vous avez des questions sur l'endométriose en général par rapport à un cas particulier. En attendant, je vais déjà donc lire celles qui sont déjà arrivées. La première, c'est quelle est la différence entre endométriose et adénomiose? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes qui disent avoir les deux. Est-ce que ça va forcément de pair? Et quelle est la différence entre les deux?
Ah, vous avez le micro est éteint, oui. Pardon. Alors, c'est pas donc 100% sûr que ça va arriver en parallèle endométriose et adénomiose, mais il y a toujours en tendance que si l'endométriose est sévère avec le pass de temps, on doit bien exclure l'adénomiose. D'accord. L'adénomiose, c'est en concret l'endométriose à la paroi de l'utérus. Et c'est donc juste à cette localisation que par contre l'endométriose en général, c'est beaucoup plus les trompes, les ovaires, l'intestin, le système urinaire. Ouais, ça affecte, ça peut aller loin, quoi, de l'utérus. Ok. Et effectivement, vous l'avez dit, le diagnostic est souvent compliqué et peut prendre longtemps. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a de l'endométriose, du coup? Alors, les tests diagnostiques, donc les plus fortes, les plus spécifiques, c'est la laparoscopie, mais il s'agit de faire en sédation. Donc, c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir faire ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la laparoscopie La rapidement? laparoscopie, c'est en chirurgie que on doit avoir donc anesthésie totale. Oui, On doit l'avoir avec gynécologue, chirurgien, experte. Et ça consiste avec de tout petites incisions ombilicales et des autres incisions abdominales qui permettront de mettre une caméra à l'abdomen. Et avec insufflation de gaz, on pourra voir avec une caméra et voir s'il y a des implantes sur les ovaires, sur les trompes, ou si par contre il n'y a rien. d'accord. Donc, Ok. le principal test échographie IRM nous permet penser si vraiment il y a ça, si on voit le kyste, si on voit donc des signes clairs. Mais par contre, il y a des patients qui à l'échographie, c'est pas évident et c'est juste avec une hystéroscopie qu'on peut être sûr que c'est l'endométriose. D'accord. Ok. Et donc, c'est ce qui fait que c'est pas toujours facile à diagnostiquer, quoi. Exactement. Ok. Alors, je continue. Une fois l'embryon implanté, donc une fois qu'il y a eu une implantation d'embryon, est-ce que le pourcentage de fausses couches est supérieur chez les femmes qui présentent de l'endométriose et ou de l'adénomiose? Alors, avec l'adénomiose, c'est clair, oui, il y a un risque supérieur de fausse couche. Mhm. Et avec l'endométriose, encore un peu, parce que la qualité des ovules, normalement, c'est inférieur. Donc, si on met une femme de la même âge avec endométriose ou sans endométriose, il y a aussi un risque de fausse couche un peu plus élevé. D'accord. Et donc, j'imagine que si on passe par un don d'ovocytes, en revanche, il n'y a pas plus de risque de fausse couche parce que l'ovule vient d'une donneuse. Mais par contre, s'il y a l'adénomiose, Oui, oui, d'accord. Donc, l'endométriose, elle affecte la qualité des ovocytes et c'est pour ça que ça peut générer plus de fausses couches. Donc, dans exactement. ces cas-là, une endométriose et don d'ovule, il n'y a pas plus de risque de fausse couche. En revanche, adénomiose, ça a un impact sur le fait que l'embryon reste accroché en fait pendant toute la grossesse. Exactement. Ok, ok, c'est très clair. Oui, vous avez parlé des tests EMA et ERA. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer en quoi ça consiste? Ouais, alors c'est très clair que pour avoir une grossesse, Sophie, il faut avoir donc trois choses. Il faut avoir un bon embryon, il faut avoir un bon utérus, il faut avoir un bon système coagulation immunologie, donc toute la sang donc sur notre corps pour faire que l'embryon peut s'implanter. Au niveau utérus, au niveau cavité de l'endomètre, il y a des patients où la fenêtre dans l'implantation, c'est pas évident, 5 jours de progestérone avant d'implanter. C'est donc la réceptivité. Alors, il y a pas mal des études qui disent qu'en général, la moyenne, c'est pas vraiment un donc fort impact d'altération dans ce contexte-là, mais que il y a des patients que même avec des embryons de qualité excellente où tout va bien, la réceptivité, c'est pas comme d'habitude en protocole général que c'est 5 jours de progestérone et après mettre l'embryon. Donc, ça, Mhm. c'est très important, surtout sur des cas des échecs avec des veaux embryons qu'on ne plante pas. D'accord. Par rapport au MA ou ALICE, c'est toujours le même, c'est en biopsie, mais au lieu de voir donc la réceptivité, ce qu'on voit, c'est s'il y a des infections, c'est-à-dire en bactéries, par exemple, Mhm. une uréaplasma, un mycoplasma,
ou s'il y a une altération de la microbiome au niveau de charge lactobacilleuse, que ça commence à avoir donc en évidence scientifique claire que on doit avoir un pourcentage de lactobacilleuse et subtype de lactobacilleuse en concret pour permettre l'anidation et la grossesse évolutive. D'accord, OK. Et si jamais il n'y a pas ces conditions-là, ça se traite avec, par exemple, les bactéries, des antibiotiques ou Exactement, il y aura donc pour les tests SERA, s'il y a altération, c'est donc là, les timings à oui. corriger. Mmh. Pour le test ALICE, c'est correction avec antibiotiques. Pour Mmh. le test EMA, ce sont des probiotiques. D'accord, les probiotiques. OK. OK, OK. Et est-ce que les probiotiques, du coup, prescrits, en prévention? Ou est-ce Ouais, qu'il vaut mieux quand même faire le test, il peut être ouais. prescrit en prévention. Et voilà, il y a aussi des experts que voilà, si jamais, comme c'est donc un truc logistique, financière, douloureux, que s'ils mettent l'antibiotique, donc si jamais il y avait une infection. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est faire le diagnostic. Oui, bah, oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bah, on va pas donner des antibiotiques en prévention, ça c'est sûr, et les Exactement, probiotiques peut-être plus facilement, mais il vaut mieux tout faire à les fait, tests, ouais. tout à fait. OK. Est-ce que vous avez des recommandations au niveau du style de vie pour les femmes qui souffrent d'endométriose? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire d'un point de vue Alors, naturel pour soulager ouais. les symptômes et pour améliorer la fertilité? Donc, première chose à faire pour tous les patients qui sont donc toujours avec les possibles désirs d'enfant, Mmh. c'est faire ces révisions gynécologiques chaque an, avoir donc la connaissance que l'âge a un impact forte sur notre taux de réussite. Après, il y a des patients extraordinairement fertiles qui à l'âge de 43 ou 45 Ouais. tombent enceinte naturelle, même peut-être sans les désirs, mais que en général, à partir de 35-38 ans, la qualité, la quantité commence à diminuer. Et donc, pourquoi pas faire des révisions gynécologiques chaque an pour voir si jamais il y a d'endométriose, pour voir la réserve ovarienne. Et si en concret, nous avons de douleurs très, très fortes à la relation sexuelle ou pendant la règle, il faut bien insister qu'on fasse un écho 3D, en IRM, parce que, comme on disait, il y a pas mal de temps en retard pour les diagnostics. Alors, Mmh. en concret sur l'endométriose, ça commence aussi à avoir donc une impression que la diète peut aussi se bénéficier ou impacter plus sur la progression de l'endométriose. Donc, c'est tout ce que c'est donc une diète anti-inflammatoire. Donc, pourquoi pas aussi travailler avec des vitamines antioxydants, travailler donc le beaucoup plus, c'est qu'on peut avec ça, avec la diète. Peut-être, réduire le gluten, par exemple, ou des choses comme ça? Exactement. Donc, tout ce que peut nous faire inflammation chronique, les Mmh. réduire. Mais par rapport au gluten, c'est vrai que c'est juste aussi fortement conseillé parce que non, ça peut aussi avoir des impacts sur d'autres autres organes. Ouais, 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 ouais. Et est-ce que la l'endométriose, ça peut arriver de manière tardive? Tout à fait. OK. Normalement, l'âge général, c'est à la vingtaine, à la trentaine. Mais j'ai des patients que jamais ont eu parlé de ça, jamais ont eu un diagnostic et que c'est juste à l'âge de 42 ans qu'ils commencent à avoir les désirs d'enfant et que nous avons les diagnostics de l'endométriose. Mmh. Ouais, d'accord. Ça peut arriver. Sont diagnostiqués Exactement. tardivement parce que c'est difficile à diagnostiquer, mais ça peut aussi arriver sur le tard, quoi. C'est pas fréquemment, mais ça peut arriver. D'accord. Et OK. surtout pour l'adénomyose, ça a un impact Mmh. beaucoup plus sur de patients qui ont eu de chirurgie à l'utérus et avec le passe de temps, l'adénomyose a plus d'impact. D'accord. OK. OK, OK. Alors, il y a une personne qui nous dit: «J'ai de l'endométriose et de l'adénomyose. J'ai fait 2 fausses couches vers la 8e semaine, alors que l'on avait entendu à l'échographie les battements du cœur du bébé, enfin du fœtus. Les 2 grossesses étaient par FIV et la deuxième avec un embryon ayant passé le DPI. Est-ce que ces fausses couches peuvent être dues à l'endométriose et ou à l'adénomyose?» Alors c'est
histoire très triste. Mm. Je suis très désolée pour cette couple, pour cette patient. Alors, c'est vrai que si l'embryon était testé génétiquement et apparemment, l'embryon avait le cœur, les vêtements, normalement, je dirais c'était plutôt pour la question adénomyose. Ouais. Les protocoles qui donnent de meilleurs résultats pour l'adénomyose, c'est les blocages de 3 mois de règles. Mhm. Et voilà, donc je pense que s'il y a toujours d'espoir parce que voilà, il y a des patients qui n'arrivent pas à implanter, mais voilà, cette femme est plus proche. Oui, 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 parce qu'elle a eu. Ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile C'est à très vivre. difficile, c'est pas évident parce que arriver à la semaine 8, voilà, avoir le battement du cœur, c'est très dur, c'est très dur. Ok. La dernière question, c'est si je n'ai pas de projet d'enfant dans l'immédiat, est-ce que la contraception est une bonne idée pour prévenir la progression de l'endométriose? Alors, a priori, c'est que c'est recommandable pour la endométriose sur des patients qui n'ont pas de désir d'enfant actuel. C'est donc la contraception jusqu'avec progestérone. C'est donc un pilule en continu et c'est donc ce qui nous donne de meilleurs résultats. Mhm. Sachant que la recommandation sera peut-être aussi pour ces personnes-là qui n'ont pas un projet de maternité dans l'immédiat, peut-être de congeler leurs ovocytes Tout à fait, avant de faire un traitement tout à justement fait. par pilule. Okay. Mais c'est vrai que la congélation de vol, on sait que si jamais à l'âge donc plus de 35 ans, 38, les résultats seront donc Oui. inférieurs et que s'il y a endométriose, les résultats seront aussi inférieurs. Donc, Oui. il faut aussi comprendre bien que la congélation de vol, c'est toujours un donc, traitement extra pour préserver la fertilité, mais ça ne serait jamais un garantie 100%, mais toujours aussi pour des patients avec endométriose, encore moins. Ouais, ouais, ouais. Oui, donc il faut le faire le plus tôt possible, quoi. Tout à fait, il faut essayer Surtout quand il y a de l'endométriose, il faut le faire le plus tôt exactement, possible. ça c'est les messages, parce que sinon peut-être on devra passer peut-être au don de vol. Oui, oui, oui. Sachant que, comme on a dit tout à l'heure, avec un don d'ovule, s'il y a que de l'endométriose, A priori, les c'est a résultats sont priori les résultats sont aussi bons que un don exactement, d'ovocytes sans endométriose. exactement. Ok, ok, ok. Ça donne de l'espoir, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder un petit peu dans le chat pour être sûre de rien avoir oublié. Et Sinon, surtout, donc vous pouvez réviser, je peux faire la révision, disons les sommaires, les conclusions que oui, 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 oui. l'endométriose, la principale affectation, c'est par rapport à la quantité et la qualité des ovules, mais ça peut aussi donc nous affecter par rapport à la trompe, à la fonctionnalité de la trompe, et aussi par rapport à la dénomiose, par rapport à l'implantation à l'utérus. Donc, c'est la raison par laquelle ce type de patient, les plus vite que on peut diagnostiquer, les plus vite qu'on peut s'adresser vers une grossesse ou sinon vers une conservation, ça serait le mieux. Mhm. Ouais, ouais. Ok. Et vous avez dit que c'est 10% de la population, c'est ça à peu près, qui est touchée par Exactement, l'endométriose? environ 15% Ah, diagnostiqués et peut-être ça peut être encore plus. plus. Ouais. Et l'adénomiose, c'est des chiffres aussi importants ou c'est un peu C'est plus rare? important aussi, surtout des patients infertiles, Mm. l'adénomiose, c'est beaucoup plus forte qu'à la société générale. Ouais, bien sûr, parce que c'est une vraie cause d'infertilité. Malheureusement, j'ai pas mal de patients avec adénomiose et c'est vrai que les traitements, c'est pas évident parce que on lui recommande d'induire un blocage de 3 mois comme une ménopause temporelle et voilà, c'est dur, c'est dur. Ouais, Physiquement, psychologiquement. Donc voilà, j'essaie de les accompagner, de lui expliquer les bénéfices, mais aussi pas les forcer parce que voilà, psychologiquement, c'est dur. ouais. Ouais, bien sûr, ouais, il faut savoir accompagner les patients sans pousser trop. Et en fait, chacun a son rythme et chacun a ses propres réponses. Il y a une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que la laparoscopie est la même chose que l'hystérographie?
Non, l'hystérographie, c'est un test d'image qui va donc nous mettre donc encore une trace à la cavité de l'utérus pour voir la perméabilité. Ok. Et par contre, la laparoscopie, c'est en chirurgie où on va insuffler les gaz à l'abdomen et on va voir directement la cavité de l'abdomen de ces couples, de ces femmes. Donc l'hystérographie, on va voir par voie vaginale Par avec une image, échographie. Ok. mais c'est une image, c'est en Ouais, ouais. IRX, c'est une radiographie, c'est pas donc une échographie. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Ok, ok. Ok. Dernière chance pour poser une question, si jamais il y en a une autre. Et sinon, je pense qu'on a une bonne vision de ce que c'est et surtout des impacts sur la fertilité et des réponses surtout qu'on peut Exactement. apporter, sachant que dans le cas de l'endométriose, il y a quand même beaucoup d'espoir, quoi, parce que finalement, il y a quand même des choses qu'on peut faire vraiment pour améliorer la fertilité. Heureusement, nous avons donc une longue histoire, une longue expérience, donc toujours ravis de voilà échanger, nous donner notre recommandation parce que le plus important c'est toujours avoir donc l'optimisme et l'énergie pour y arriver. Ouais, 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 ouais. Et du coup, j'en profite pour vous poser la question, si jamais les personnes qui nous écoutent ont envie de vous consulter pour leur cas particulier, ils peuvent vous écrire à la clinique et avoir une consultation en visioconférence. Tout à fait. Nous Ok, avons 3 doctoresses à la clinique Tombre francophone. d'accord. Nous avons une équipe coordinatrice très forte aussi qui pourront accompagner pour tous les aides donc logistiques, voilà, au niveau administratif. Et voilà, pour nous, le plus important, c'est que nous avons une longue expertise sur des patients de cette donc voilà maladie parce que ça c'est malheureusement une maladie Bien et sûr. avec de toutes des réussites très fortes avec différentes solutions pour chaque cas. Ok. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous sont pas venues à l'esprit pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou au travers de la page Instagram, un message privé. Et on les fera passer au docteur Garcia de la clinique Tambre. Et si vous souhaitez avoir une consultation, n'hésitez pas non plus du coup à contacter la clinique directement pour pouvoir avoir un avis médical sur votre situation particulière. Tout à fait, on sera très Ok. ravis de échanger. Ok, super. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier tous d'avoir participé. Et merci surtout au docteur Garcia de nous avoir donné du temps pour parler de ce sujet. De votre temps. Ben, je vous en prie. Bonne soirée, bon courage à tout le monde. Et à très bientôt, parce qu'on a d'autres webinaires qui vont arriver très bientôt sur d'autres sujets. Exactement. Bon courage à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.